cet esprit de makers que vous avez pu voir à l'intérieur, où il y a la réparation de vélos. Le vélo, techniquement, il n'y a plus besoin d'en construire. On a vu tout ce qu'il y a là. Je pense que là, c'est un centième de tout ce qui doit circuler dans Bordeaux. L'idée, voilà, c'est de rénover, restaurer, réparer et valoriser toutes ces filières en fait, qui sont en train de se monter, dont le garage moderne pour l'avenir. Globalement, notre empreinte carbone, il y a toutes la problématique du transport pour lesquels on est donc dépendant du pétrole et des énergies à la fois fossiles, mais aussi d'autres énergies, genre l'électrique, c'est quasiment 100% chinois, quoi. Les batteries, ça vient en tout cas de ressources que nous, on n'a pas sur le territoire. Et le logement aussi, notamment le chauffage, ce qui est lié à l'eau, c'est des techniques qu'on a, mais qui dépendent encore une fois soit de ressources pétrolières, gazières, ce genre de choses qui ne sont pas sur notre territoire, soit qui ont des chaînes d'approvisionnement tellement longues qu'on ne peut pas les contrôler. Ou alors qui sont contrôlables à un niveau national, voire international. Et donc du coup, ce qui fait que localement, en fait, on n'a pas le pouvoir de décider, ou en tout cas le pouvoir de dire, bon, en fait, il faut plutôt flécher ici, flécher là. C'est vraiment très compliqué. Et vraiment, on peut faire ça pour quasiment tous les domaines de la vie courante. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main, soit parce qu'on n'a pas les ressources et donc il faut penser autrement avec ce qu'on a sous la main ou ce qu'on peut produire, soit penser autrement avec d'autres techniques, parce qu'on est quand même la France, une puissance mondiale qui est assez importante, et on a sur le territoire des gens qui savent faire des choses, on a des savoir-faire, soit qui ne sont pas utilisés, soit qui sont utilisés à d'autres dessins, entre guillemets, mais que nous, en tant que citoyens, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas flécher. En tout cas, pour moi, il y a un enjeu stratégique qui est de pouvoir reprendre le contrôle. S'il y a un choc, s'il y a en fait n'importe quoi, une rupture d'approvisionnement quelque part. J'ai lu dans un rapport récent que d'ici 2030, il va y avoir 10 à 20% de gaz et de pétrole en moins partout sur le globe. Ce qui veut dire que grosso modo les grosses puissances vont se servir, et donc après ça veut dire entre moins 30, moins 35% peut-être pour la France, qui reste une grosse puissance quand même, mais on va devoir batailler, et donc il faut trouver des solutions à ça. Le vélo par exemple, pour les petits trajets, c'est vraiment, c'est pas l'avenir, mais ça devrait déjà être ce qu'on utilise, parce que c'est pas polluant, parce que c'est facile à réparer. Enfin, c'est pas polluant. Pour la fabrication, si, ça reste un peu polluant parce qu'il y a quand même des techniques qu'on n'a pas, et notamment faire un cadre de vélo, ça utilise quand même beaucoup de charbon et de matières premières qu'on a en partie sur le territoire. Mais le savoir-faire, lui, on l'a sur le territoire, et les déplacements urbains notamment devrait même pas nécessiter de voiture. C'est une hérésie de faire 3 km en bagnole sur une bagnole de 1,5 tonnes qui est même pas du coup chaude, qui va utiliser 3 fois plus de gasoil, qui va rajouter dans l'atmosphère des particules fines, du CO2, des gaz pas spécialement bons pour la santé. Je pense notamment au NO2 ou au NOx qui nous empoisonnent globalement. Alors que le vélo, ça nous permet à la fois de faire du sport, ça nous permet de nous déplacer facilement. On n'a pas besoin de faire un tour de pâté de maison pour faire 200 mètres, on a juste à se déplacer avec le vélo, et c'est franchement beaucoup plus pratique. Il y a une association qui est venue nous voir il n'y a pas longtemps qui nous a fait découvrir une espèce de gros triporteur, une espèce de grosse remorque qui peut transporter jusqu'à 300 kg. Mais ça par exemple, ça c'est vraiment l'avenir, parce que, alors effectivement il y a une assistance électrique derrière, mais c'est une assistance électrique qui est utilisée de manière raisonnable, donc on peut augmenter la durée de vie des batteries jusqu'à 30, 60 ans peut-être. On n'a pas encore d'estimation, mais en tout cas, vu que c'est des batteries qui sont pas beaucoup utilisées, c'était d'anciennes batteries de trottinette, ils les ont réutilisées pour pouvoir transporter des grosses masses, à peu près jusqu'à 300 kg. Si on a besoin de faire une collecte ou de faire juste des courses pour le mois, pour les familles qui font des courses au mois, ça c'est une solution qui est viable, parce que la remorque plus le vélo, c'est pas cher, c'est réparable, on sait le faire, et ça émet rien du tout, quoi. Ça émet rien du tout. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions qu'il faut prendre en compte. En fait, toutes nos réserves de biodiversité, de nature entre guillemets, elles sont mises à mal. Voilà, il y a vraiment, j'ai vraiment dit beaucoup de choses, je suis un peu parti dans tous les sens, mais voilà, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte pour la résilience locale, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez du low-tech à grande échelle? Est-ce que c'est possible? À quoi ça peut ressembler?
Est-ce qu'il y a déjà des outils qui existent? La low-tech à grande échelle, je pense qu'elle est carrément réalisable. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais elle vise aussi à faire du conseil, du consulting en entreprise pour voir comment on peut développer en fait des alternatives dans des groupes industriels. Donc là, on avait déjà été démarché l'année dernière par 2 entreprises locales et qui pour le coup sont pas très low-tech. Il y en a une qui c'est dans l'aéronautique. Et eux, ils étaient vachement intéressés pour faire de l'échange d'ingénieurs, en fait, que des ingénieurs viennent à Low-Tech Bordeaux et que nous on aille là-bas pour essayer de discuter avec eux. Et une autre entreprise qui est dans le packaging, pareil, donc qui ont des volumes considérables pour les châteaux et tout ça, et qui ont déjà une dynamique low-tech chez eux et qui vont peut-être aller plus loin. Donc quand on parle low-tech, il y a vraiment l'idée large de low-tech, c'est-à-dire la démarche low-tech. Donc il y a tout un consensus qui est en train de réfléchir justement à qu'est-ce qui est low-tech, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis il y a des batailles internes sur c'est pas low-tech parce qu'il y a de la technologie high-tech, etc. Est-ce que le smartphone, les Fairphone, je crois que c'est Fairphone, ils sont réparables par l'utilisateur, quoi. Et on va commander ses pièces et on le répare. Donc en soi, voilà, on n'a pas besoin de jeter notre téléphone, en racheter un autre à 800 balles. Donc ouais, la démarche low-tech, elle est totalement faisable un peu partout, quoi. Et c'est ce qu'on voit aussi avec Corentin dans ses reportages où il va justement à travers le monde interviewer des entrepreneurs qui montent leur boîte. C'est en train de se passer maintenant, quoi. Ils montent leur truc dans l'environnement, dans l'énergie, dans le recyclage, dans la culture champignons pour fabriquer des nouveaux. Il y a un vivier. Donc concrètement, oui, ça se met en place. C'est même tellement réalisable que pendant le premier confinement, il y a eu une explosion du faire soi-même, ce qu'on appelle le DIY. On peut citer l'explosion, multiplié quand même par, je crois que c'est 1,5 ou 2, le nombre de machines à coudre qui ont été vendues par des grandes marques, même françaises. Et je suis un parfait exemple parce que j'en ai acheté une pendant la pandémie. Et d'autres, même les magasins de bricolage n'ont pas des amplis parce qu'il y avait un besoin, il y a un besoin de pouvoir reprendre en fait le contrôle sur ce qui est faisable en fait. Ça peut être des petites choses pour que dans un futur proche, les gens ne se retrouvent pas à court. Ça va dans la même dynamique que les stratégies de résilience, c'est-à-dire plus il y a un développement en fait de réseaux de fabrication, de conception, plus en cas de crise majeure, subite, comme ça a été par exemple pour le Covid, plus les gens sauront où aller en fait, où s'orienter pour apprendre à faire eux-mêmes. Et toute l'idée justement de sensibiliser un maximum pour essayer soit de faire bouger les collectivités ou les institutions pour avoir des subventions pour favoriser le développement des structures, soit créer des modèles économiques hybrides avec justement une viabilité économique derrière qui puisse permettre de se développer. Et c'est comme ça en fait qu'on aura une vraie stratégie de résilience, quoi. Il y avait une personne qui bosse justement sur l'analyse systémique et tout ça, qui est assez connue dans ces milieux-là. Il y a une étude qui a été commandée par Bordeaux sur la résilience alimentaire, vraiment où on était Bordeaux sur ces trucs-là, et qui a cité le Low-Tech Bordeaux comme une des clés dans son rapport. Tout ça pour dire qu'il faut développer, il faut favoriser tout ça. En fait, pour aller au bout de ma pensée, c'est que ça ne viendra pas forcément d'en haut. En fait, il faut que les choses elles se mettent en place en bas, qu'elles se développent, qu'elles se structurent, qu'elles s'organisent. Tout à l'heure, vous parliez du militantisme et tout ça, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils utilisent. Il faut que ça se développe par le bas pour qu'après, en haut, en fait, ça devienne comme une évidence. Alors peut-être qu'ils sortiront, mais on a eu l'idée, on a favorisé, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça arrivera par le bas. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid. C'est les gens qui se sont auto-organisés, qui ont développé leur filière pour gérer justement ce que l'État n'était pas en capacité de faire avec la production de masques et tout ça. Moi, là, je vais parler personnellement. Moi, j'ai une démarche à vouloir aller vite pour être implanté rapidement en cas justement de problématique. Et plus on monte en compétences, on se développe, etc., plus on sera en capacité. La résilience, c'est la capacité à absorber des chocs. Donc, voilà. Quand on dit on, c'est pas uniquement les associations, notre association, c'est la communauté, ça peut être le quartier, ça peut être jusqu'à Bordeaux Métropole. C'est vraiment histoire que le territoire en entier puisse avoir une résilience. Et on en fait partie, donc dans tous les cas, il vaut mieux que quand on a les compétences et les capacités, pousser à ce que cette résilience se développe au maximum, histoire que le jour où on a un choc, il puisse être facilement amorti. Qu'est-ce que tu penses de la coopération entre les initiatives qui peuvent prendre place ici en France ou en Europe, les initiatives qui peuvent prendre place aussi
sur d'autres continents, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Votre rapport à l'international. Voilà, sur la coopération. Notre rapport à l'international, la coopération, en fait, pour l'instant, elle se fait essentiellement grâce au Low-Tech Lab, parce que c'est eux qui sont, entre guillemets, un intermédiaire. Donc, dans la communauté Low-Tech Lab, je vous ai cité tout à l'heure quelques communautés, il y a aussi les personnes qui sont en Afrique, par exemple, alors, je ne sais pas son prénom, mais qui développent une petite association, je crois que c'est au Sénégal, ils cherchaient comment faire de la lumière. Je crois que c'était un des tutos du Low-Tech Lab, encore une fois, ils sont partout. Mais pour créer sa propre borne de recharge et pouvoir alimenter en fait leur école en lumière. L'idée, c'est d'avoir des plateformes, en fait. On est en recherche de plateformes de dialogue. Donc pour l'instant, on utilise Discord pour pouvoir échanger, et en fait c'est ces plateformes qui permettent de faire une coopération en fait internationale. À l'heure actuelle, en tout cas pour ce qui concerne la Low-Tech, c'est par l'intermédiaire du Low-Tech Lab qui rencontre tous ces acteurs et qui les met en lien via ces plateformes qui seront amenées à évoluer aussi. Pour l'instant, on a fait un choix stratégique de facilité d'utilisation et on en a passé 4 ou 5 avant d'arriver à celle-ci. L'idée, c'est de pouvoir faire de l'échange d'informations de manière facile, rapide et collaborative. Dans la même dimension que quelle est l'utilité d'Internet. On pourrait dire qu'Internet, c'est pas très low-tech, même s'il y a ces structures justement pour essayer d'utiliser moins de ressources énergétiques, mais bon, les data centers, c'est une vraie problématique qu'il va falloir résolver assez rapidement parce que ça progresse de manière exponentielle. Du coup, l'idée, c'est de faire des choix stratégiques, pareil sur l'utilisation d'Internet, l'utilisation des réseaux. Et cette coopération entre les différents pays, les différentes communautés dans l'international, elle est forcée de passer par Internet, par des réseaux. Donc il y a Geno qui justement est en train de recenser tous les acteurs low-tech, sûrement sur international, pour avoir une base de données en fait, de qui fait quoi, où ça. Et comme ça, on a un annuaire, en fait, un annuaire low-tech qui permet de dire bon, moi j'ai besoin d'une expertise dans tel domaine, je sais que lui dans tel pays il l'a fait. Alors moi sur ce pays-là, il faut que ça soit local, donc il faut voir comment dans l'environnement ça peut s'adapter. Mais en tout cas, il y a une base de données qui permet de se contacter. Voilà, ça se développe. Thibaut qui monte une brasserie low-tech. Il y a une entreprise qui est en train de se monter qui forme les personnes à passer à l'énergie solaire pour créer sa boulangerie. Et là, ils se sont spécialisés et ils ont lancé d'abord des boulangers qui font leur pain avec des fours solaires. Et eux, ils ont créé un modèle économique pour apprendre à former justement ces personnes qui veulent se reconvertir et utiliser ces moyens de chauffe. Donc, du coup, il y a une transition qui est en train de se faire et il y a des entreprises innovantes qui sont en train de se lancer. Là, c'est pour citer vraiment un entrepreneur, un petit entrepreneur, mais par exemple, il y a Aeseo qui font l'autonomie énergétique grâce à l'économie d'énergie pour ce qui est chauffé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui consomme le plus en termes d'énergie, c'est pour se chauffer. Et du coup, ils ont mis en place des formations, un catalogue de formations sur les poêles bouilleurs, les chauffe-eau solaires. Et je crois qu'ils font aussi dans le photovoltaïque pour avoir vraiment la full autonomie. Maintenant, la problématique, d'ailleurs on n'en a pas parlé, la problématique de la low-tech, c'est la norme. La norme, la réglementation. Et c'est là le gros challenge en fait pour la low-tech. Et c'est nous ce qu'on va essayer de faire par le biais de l'association avec le bureau d'études, c'est d'obtenir des données, en fait, des relevés, faire de la recherche et du développement en fait, sur des techs. Donc, celles qu'on maîtrise déjà à l'heure actuelle, ou en tout cas où on a envie d'avoir des vrais relevés, qu'on puisse appuyer après et dire oui, c'est pas juste on dit ça fonctionne parce que j'ai mis la main, j'ai senti c'était chaud, etc. Là, on sait que dans telles conditions, ça peut monter à telle température. Vous m'arrêtez les gars parce que c'est vous les experts dans ce domaine. On a des données qui permettront après d'obtenir des normes et voir pourquoi pas une réglementation qui après permettra aux particuliers d'installer ces systèmes ou des entrepreneurs de se lancer pour développer. Parce que pareil, encore une fois, tout le monde n'a pas l'envie d'aller faire soi-même. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, on peut comprendre, il y a tout un panel de conditions socio-psycho et tout ça qui font qu'on ne va pas le faire, mais par contre on serait intéressé pour faire cette transition et par l'intermédiaire d'une entreprise qui le fait. Donc du coup, avoir des normes et une réglementation, ça permettra à ces entrepreneurs de se lancer et ces bénéficiaires de pouvoir acheter tout en étant assurés en cas de problématique, ce qui n'existe pas encore. Dans l'autoconstruction, c'est généralement un gros problème et c'est un vrai levier à lever. C'était il y a un an, il y avait des collègues à vous qui venaient de la Sorbonne aussi, qui étaient venus, qui ont fait un rapport sur l'immobilier durable. Dans l'immobilier, en tout cas dans l'habitat, c'est vraiment le gros challenge à avoir.
c'est de pouvoir jouer sur ces normes, quoi. Et les faire évoluer, et pour ça, il faut faire de la R&D pour avoir des données qui soient fiables. Juste un exemple, moi en ce moment je travaille donc, pour le coup vraiment sur de la recherche et développement sur ce que j'avais dit tout à l'heure, le poil dragon. En gros le poil dragon c'est grosso modo une bouteille de gaz, des tuyaux carrés et une casserole renversée. On va faire des découpes un peu partout à l'intérieur, on va mettre du sable à l'intérieur et ça va nous faire en gros un poêle assez puissant, une puissance de chauffe qui n'est pas négligeable et qui apparemment rejette très peu de gaz toxiques, de particules fines, etc. Le premier problème c'est faire un poêle avec une bouteille de gaz. Chez les professionnels on va dire oula non, merci, merci, au revoir, on va aller voir des gens sérieux. Sauf qu'en fait c'est un poêle qui a priori fonctionne. C'est un poêle qui en plus est très peu cher, grosso modo ouais, 25-30 balles le poêle. Si on fait entièrement avec de la récupération, c'est encore moins cher. Et ça fait quand même une puissance chauffante qui est non négligeable. Le deuxième point, ça reste que c'est à la fois un poêle bouilleur, un poêle tout court et un poêle de masse. Dans la réglementation, et je peux vous le dire parce que je m'en suis farci la documentation, les trois sont pas compatibles. C'est-à-dire qu'il y a différentes normes pour les trois différents poêles. Il y a le poêle bouilleur qui est assez peu utilisé, donc il y a des normes qui sont assez basses. Le poêle de masse qui est en cours de développement, et d'ailleurs c'est un des gros sujets de la réglementation thermique 2020, qui lui est de plus en plus réglementé et normé, et les poêles normaux type industriel qui ont des normes assez précises en fonction de la puissance du poêle, du rendement, etc. Le souci c'est qu'on rentre dans aucune des cases. L'enjeu en fait du travail qu'on fait actuellement avec d'autres collègues de l'asso, c'est de faire une expérience et de caractériser le poêle pour savoir où c'est qu'il se situerait en fait plus spécifiquement, tout en respectant grosso modo les trois normes, en disant bon en fait on a ces données, le poêle en fait il fonctionne comme ça, il a tel rejet, il fonctionne telle durée et il émet de la chaleur pendant tant de temps. C'est à la fois un poêle bouilleur parce qu'il peut faire chauffer de l'eau, c'est à la fois un poêle de masse parce qu'il peut restituer de la chaleur pendant 8 heures, 12 heures si c'est vraiment un très gros poêle, et c'est un appareil chauffant tout court, un poêle tout court, parce que à partir du moment où on met du bois dans le poêle, on sent la chaleur. Il n'y a pas un effet de latence qui est suffisant pour pouvoir dire que c'est entièrement un poêle de masse. Et donc ça m'arrive à mon troisième point. Pour l'instant la low-tech elle est vue comme du bidouillage, du bricolage. Et ça pose un problème parce que en fait dans les rapports que j'ai lus sur le poêle dragon, c'était si vous sentez à la sortie que ça sent la chaussette mouillée qui vient de sortir d'un sèche-linge, c'est que votre poêle est propre. En fait, on n'a pas de... Enfin, c'est vraiment, comme tu dis, c'est au doigt mouillé. C'est des mesures au doigt mouillé. On ne sait pas si ça rentre dans des normes. Et on ne sait pas quels sont les gaz qui sont dégagés, la quantité de particules fines qui peuvent être dégagées. Et on ne sait pas le rendement du poêle, on ne sait pas la puissance du poêle non plus. C'est vraiment au doigt mouillé. Et ça pose un problème parce que ça nous ralentit en fait dans l'espoir que ces poêles puissent rentrer dans une norme et puissent être du coup utilisés à grande échelle. Donc ça c'est entre guillemets un de mes boulots. On monte une expérience ensemble pour avoir ce genre de données et pour que du coup la low-tech sorte c'est des gens qui bidouillent dans leur coin, ils font des trucs c'est à la fois sale et à la fois pas très pro. La low-tech c'est un vrai levier comme tu disais de résilience, et on peut arriver à faire que ça rentre dans les normes, avoir des données fiables, et aussi, et ça c'est l'un des enjeux qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne tout en sachant que personne ne va faire le même poêle. On n'est pas dans l'industrie lourde où on fait 500 poêles par jour avec le même procédé à chaque fois, toutes les pièces sont testées, etc. Non. Là, il y a aussi la dimension de j'ai pas trouvé telle pièce ou telle bouteille de gaz. En fait, j'ai utilisé plutôt celle-là. J'ai pas trouvé telle casserole de tel diamètre. Je vais utiliser une plus grande ou plus petite. Est-ce que ça va fonctionner de la même façon? On ne sait pas encore. Et c'est l'un des boulots en fait qu'on vient de faire pour dire en fait ça va fonctionner et ou pas. Et dans quelles conditions ça va fonctionner. Les limites du process. Donc en fait, il y a un gros boulot à faire.
forcément, aujourd'hui, la plupart des tutos, c'est de la bidouille. On a l'impression que c'est de la bidouille, ça va utiliser de la palette, ça va utiliser ça et tout ça. On a une considération politique où on peut être vu comme des Amish qui veulent retourner à la bougie. L'idée, c'est de designer, parce qu'on est dans une société qui a été habituée en fait avec le marketing. L'idée, c'est justement de repenser aussi ces techs, qu'elles soient utiles. Nous, sur des pays occidentaux où il y a quand même un confort, une habitude, voilà, on est dans des pays riches. L'idée, c'est d'intégrer ces technologies et de revoir aussi quand même un peu la notion de design pour faciliter en fait entre guillemets la transition et que les gens ils se disent ah bah finalement c'est sexy ce truc-là par rapport à ce qu'ils ont dans le commerce et en plus je peux le fabriquer moi-même et ça va me coûter. Donc il y a cette notion-là à intégrer dans l'imaginaire en fait des gens pour qu'ils puissent se l'approprier plus facilement et par la suite après que ça se développe de plus en plus. Donc le design, c'est une donnée vraiment à prendre en compte le développement des différentes techs. Voilà. Trop bien. Ben, c'est pour ça qu'on fait des documentaires, pour essayer de rendre ça sexy justement. C'est ça. Donc, merci de le dire pour nous.